دايما عم تستمعوا لإذاعة الشرق الأوسط من كندا، ونتابع معكم حلقة كندا إكسبرس لصباح اليوم 13 آذار مارس 2026. بالواقع لما منتابع الأخبار بهالأيام، الحروب، الاستقطاب، العنف الذي يبدو أنه يعود إلى الواجهة في كل مكان، غالبا ما نتساءل ما الذي يدفع البشر نحو الانفصال والصراع. ولكن وسط كل هذا الضجيج هناك من يختار مسار آخر، مسار يخلق فيه فضاءات تصبح فيها الكلمة ممكنة مجددا. ضيفي هذا الصباح هو من هؤلاء. ولد في المغرب في عام 1959، وصل إلى كيبيك في أوائل الثمانينيات، ومر بفنون السينما والمسرح والإذاعة والكتابة، وكان صانع أفلام وصحافي وناقد وكاتب، وبنى على مر السنين أعمال عميقة الإنسانية وموجهة نحو العدالة والكرامة والعيش المشترك. عرف في كيبيك عبر برنامج سوفغان أنونيم، هذا البرنامج الفريد الذي أعطى صوتا لآلاف المسجونين على مدى أكثر من 35 عاما. ولكن محمد لطفي هو أيضا صوت في الفضاء العام، ولديه نظرة على عصرنا، ورجل يكتب ويتساءل ويربط بين عوالم غالبا ما تفضل المجتمعات إبقائها على الهامش. كتابه فول دو تان الصادر في عام 2019 يواصل هذه التأملات، وهو سيكون ضيفا مساء الخميس المقبل في لافال بلقاء عام تنظمه الجمعية الوطنية لكيبيك في لافال ضمن سلسلة المسار المدني، وسيشارك الحاضرين بمسيرته الطويلة. محمد لطفي، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح النور غانيا. سنقود المقابلة باللغة الفرنسية اللي هي أسهل ربما. من هذا الذي قدمته إلى الجمهور؟ أنا لا أعرفه بكل صراحة. من هذا؟ هذا أنا من أنا من أنا يا ترى في الوجود، وما هو شأني وما موضعي. أنا قطرة لمعت في الضحى قليلا على ضفة المشرق، سيأتي عليها المساء فتمضي كأن لم ترقرق ولم تلمعي. إيليا أبو ماضي، هذا الشاعر الكبير اللبناني الذي عاش هنا في أمريكا الشمالية في بداية القرن العشرين. Une pensée pour tous les Libanais, tout le Liban, tout le Moyen-Orient dans ces temps durs. Merci pour la présentation. C'est très gentil de me recevoir chez vous. أهلا وسهلا فيك. وبعرف لأنه موجود في كيبيك منذ منذ عقود، وبما أنه كمان معنا كمان ممثلين للجمعية اللي رح تهتم بتكريمك يوم الخميس، سنقود هذه المقابلة باللغة الفرنسية، وأكيد رح نمزج للمستمعين يقدروا يتعرفوا أكثر على هذه المسيرة التي فعلا تستحق التكريم. Monsieur Lutfi, vous avez consacré votre vie à créer des espaces de parole là où la société préfère souvent le silence ou le jugement. Dans le climat mondial actuel, est-ce que vous avez l'impression que nous désapprenons à écouter? Écoutez, je suis un optimiste de nature. C'est pas la première fois que nous traversons des crises et ça sera pas non plus la première fois que nous allons la dépasser. Et nous avons des exemples extraordinaires dans le monde, dans le Liban justement, des régions dans le monde avec des peuples résistants. Et c'est pas pour rien que j'ai présenté ce poème de ce très grand poète, mais qui a laissé un héritage aujourd'hui même au Liban. Encore hier, une certaine Pamela, une Libanaise, poétesse, artiste peintre, écrit son carnet de guerre. Et son écriture à elle seule, c'est une riposte, la plus belle riposte qu'on peut faire à toutes les bombes. Et donc, j'ai pas le droit de ne pas être optimiste, garder espoir. Et grâce à ces résistants, à ces poètes, à ces très grands personnages qui sont des modèles d'inspiration pour nous tous.
Et moi, je suis rien sans ces gens-là. Nous avons derrière nous plus qu'un siècle de lumière, c'est-à-dire Asr al-Nahda, avec les Taha Hussein, l'Aqad, et du côté libanais avec des Georges Zaidan, et jusqu'à aujourd'hui avec des Amin Malouf. Ce sont des gens qui nous ont inspirés, qui continuent à nous inspirer. Donc, non, on ne va pas baisser les bras, certainement pas. Je dirais même plus que ça encore, si vous permettez. Je fais beaucoup d'analyses politiques, et je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le signe d'un changement radical d'époque, de civilisation. Et contrairement, c'est-à-dire aux apparences, ce qui peut nous paraître une défaite, c'est plutôt la défaite d'un empire qui a régné sur le monde pendant 5 siècles et qui essaye de continuer de se maintenir, et donc il envoie encore des bombes pour montrer qu'il existe encore. Or, ce ne sont que les signes d'un déclin d'un empire, un empire occidental. Et malheureusement, bien sûr, il y a des gens qui payent le prix de ça, des Palestiniens, des Libanais, des Iraniens, des Syriens, des Irakiens, bref, tout le Moyen-Orient paye le prix de cela. Mais en même temps, le Moyen-Orient demeure et demeurera toujours l'exemple de cette résistance, parce que ils sont toujours là, les poètes sont toujours là, les grands esprits, et il y a toujours là des coutumes, une culture extraordinaire, une cuisine extraordinaire. Bref, je suis plus que jamais optimiste, croyez-moi. Mm-hmm. Oui. Bon, je serais intéressée à vous recevoir comme analyste politique. En vous inquiétant maintenant, votre point de vue est vraiment valable. C'est que elle est positive là où on est vraiment dans un espace où rien n'est sûr, rien n'est certain. En même temps, vous êtes homme de radio. Oui. Mais aussi, vous êtes écrivain et homme de parole publique. Qu'est-ce que l'écriture vous permet de dire que la radio parfois ne permet pas? L'écriture, c'est une parole plus organisée, plus articulée. On prend le temps de réfléchir avant d'écrire. Et j'ai toujours écrit. J'ai vraiment, depuis mes 12 ans, j'écrivais d'abord pour des lettres d'amour à mes amis qui n'étaient pas capables d'écrire. Alors, et puis ça s'est développé avec le temps, avec mes études en philosophie, en sciences politiques. J'ai commencé à faire du journalisme écrit. J'ai commencé par le journalisme écrit dans un très grand journal au Maroc qui s'appelle L'Opinion. Et c'est en venant ici que je me suis beaucoup plus intéressé à la politique et à la géopolitique en particulier, en donnant des analyses géopolitiques à Radio-Canada International. Et j'ai continué à écrire. Là, depuis 2 ans, j'écris presque à tous les jours. Et j'analyse ce qui se passe et j'essaye d'apporter justement ce recul, ces distances. Ce qui nous paraît pessimiste ne l'est pas tout à fait, à mon avis. Ça reste toujours mon opinion, mais je crois quand même que si on regarde l'histoire, à travers l'histoire, il y a des empires qui sont tombés, il y a d'autres qui sont apparus, et nous faisons partie de ces changements de l'histoire, quoi. Donc, on ne peut pas regarder l'actualité. C'est une erreur, à mon avis, que font beaucoup les journalistes aujourd'hui, c'est de s'arrêter sur l'actualité et ne pas faire un retour en arrière dans l'histoire. Si on prend, par exemple, l'Iran, rapidement, là, l'Iran, c'est un pays, c'est une grande culture qui, déjà en 1906, vous imaginez, en 1906, c'est la première démocratie au Moyen-Orient avec un parlement. Et en 1935, le même Iran aujourd'hui, qui a interdit le voile depuis 1979,
et qui a imposé le voile en 79, disons qu'en 35, il l'a interdit par une loi. C'est le même pays qui change selon les pressions, selon les changements. Et on sait qu'en 3, ce pays a connu un traumatisme puisque on a commis un coup d'État carrément contre un Premier ministre élu démocratiquement, Mohamed Mossadegh. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences de ce traumatisme-là. Okay? Donc, quel journaliste aujourd'hui, que ce soit Radio-Canada ou n'importe où, va vous parler de Mohamed Mossadegh, par exemple? Quel journaliste va vous dire que l'actuel ministre des Affaires extérieures de l'Iran, c'est un spécialiste d'Emmanuel Kant, qu'il a écrit au moins 3 livres là-dessus, que nous avons en Iran des gens au pouvoir qui sont des philosophes, des écrivains, des poètes, etc. Je suis pas en train de dire que le régime actuel iranien est bon, c'est pas ça. Ce que je serais en train de dire simplement, c'est les choses sont bien plus complexes qu'on veut nous faire croire. Parce que même si on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec le régime, la culture iranienne, l'histoire iranienne riche, et au niveau culturel, elle est unique au monde. Absolument. Elle est tellement inspirante. Oui, on va pas là durant les couvertures médiatiques et c'est dommage. On a besoin d'aller lire des livres, par exemple, ou voir des documentaires afin d'avoir cette information parce que là, on est dans l'ère de l'information rapide. Absolument. Ou de lire mes articles parce que vous m'avez posé la question pourquoi écrire. Ben justement, j'écris beaucoup, autant sur l'Iran, le Liban, la Syrie, mais dernièrement, j'ai beaucoup écrit sur l'Iran pour rappeler cette histoire, pour rappeler cette complexité-là. Et bien avant tout ça, moi, j'ai toujours été un très grand admirateur de la Perse, en fait. C'est la Perse, c'est le vrai nom, c'est la Perse. Ouais. Al-Hadara al-Farisiya, التي لها أكثر من 2000 عام حضارة طويلة جدا. Et cette civilisation, il faut jamais l'oublier, elle a été très rarement occupée par d'autres civilisations extérieures. Ce qui explique à Somoud la résistance des Iraniens aujourd'hui. Ouais. Voilà. On vous a connu à travers votre émission Souverain Anonyme qui a donné une voix à des milliers d'hommes incarcérés, mais votre travail parle aussi de la société qui les entoure. Au fond, est-ce que votre véritable sujet depuis le début, ce n'est pas moins la prison que notre manière de regarder l'être humain? Absolument, absolument. La prison, vous savez, c'était pas... On peut aborder la prison de toutes sortes de manières. Moi, j'ai abordé la prison en ne l'abordant pas. C'est-à-dire que je suis rentré, non pas pour explorer la prison comme telle, mais explorer les personnes qui sont dedans et qui ne sont pas là pour toujours et qui sont là que de passage. Et que, surtout, il y a une vie qui les attend après la prison. Donc, explorer cette vie après la prison, ça a été ça... ma devise, la vie devant soi, la vie après la prison, c'est ce qui a été mon principal souci, mais à travers une formule quand même très, je pense, assez originale, c'est-à-dire j'ai invité quand même, pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai invité des personnalités publiques, des artistes surtout, des Céline Dion et bien d'autres, pour venir rencontrer les détenus et pour leur donner justement espoir et les encourager dans leurs efforts de réhabilitation, d'épanouissement. Et c'est comme ça que Souverain Anonyme a pu se maintenir pendant 35 ans grâce à cette formule-là, faire rencontrer des gens qui d'habitude ne se rencontreraient jamais. Des gens impopulaires, inconnus, pas aimés parce qu'ils sont qualifiés de criminels, avec des gens qui sont aimés, très aimés, et faire le temps d'une rencontre quelque chose qui dépasse la prison, sortir de la prison. Donc ça a été ça, Souverain Anonyme en 2 mots. Vous observez le Québec depuis plus de 40 ans avec un regard à la fois intérieur et décentré. Trouvez-vous que nous avons progressé dans notre compréhension de la justice, de l'exclusion ou de la réinsertion
Ou est-ce que nous restons prisonniers de vieux réflexes dans le Québec moderne? Nous sommes malheureusement prisonniers de vieux réflexes, autant du côté de la société d'accueil que de ceux qui sont accueillis. Et aujourd'hui, nous assistons à une espèce de crise identitaire entre les deux. Alors des gens comme moi, et sûrement comme vous, et sûrement comme Sandra avec nous aujourd'hui, et avec nous, monsieur ici aussi également, ouais. nous jouons le rôle de trait d'union. C'est-à-dire, nous jouons le rôle de médiateur, de passeur, de pacificateur, pour dire simplement ceci. Nous ne sommes pas des immigrants. Nous sommes tout aussi citoyens québécois que n'importe quel citoyen québécois. Nous sommes peut-être issus d'une immigration, mais nous ne sommes plus des immigrants. À partir du moment que nous avons une famille, des enfants, à partir du moment que nous payons nos taxes ici, que nous pouvons voter, c'est-à-dire institutionnellement, au niveau institutionnel, rien ne nous dit que moi je suis un immigrant. J'ai les mêmes droits que n'importe qui. Donc, le réflexe, malheureusement, les vieux réflexes, c'est de continuer à se considérer immigrant, alors que ça fait 40 ans que vous êtes au Québec, que vous avez des enfants et peut-être même des petits-enfants. Ça, c'est un vieux réflexe. De la même façon, du côté de la société d'accueil, certains gens qui continuent à vous voir en vous, l'immigrant, et en même temps exigent de vous intégrer. Il y a une contradiction dans ce message, celui des identitaires aujourd'hui, qui sont au pouvoir. Et, à mon avis, la meilleure façon de réagir à ça, ce n'est pas en disant « puisque vous me voyez comme un immigrant, eh ben, je vais agir comme immigrant ». Au contraire, il faut agir « non, je ne suis pas, excusez-moi, là, mais je ne suis pas un immigrant, vous vous trompez là. J'ai autant le droit que vous de voter, de faire ceci, de faire cela. Donc, respectez-moi, je vous respecte, nous sommes tous des Québécois au Québec. » Voilà. C'est vrai. Après toutes ces années à recueillir des paroles venues des marges, à écrire, à témoigner et à intervenir dans l'espace public, si vous aviez aujourd'hui un seul micro tendu vers l'ensemble de la société, vers l'ensemble de la communauté, qu'aimeriez-vous qu'on comprenne enfin sur la dignité humaine? La dignité humaine, elle est constamment appelée à être protégée. Que ce soit au niveau individuel, au niveau familial, au niveau social, au niveau politique. Parce que la politique, c'est le pouvoir. Et le pouvoir de quoi? Le pouvoir de protéger cette dignité, en principe, n'est-ce pas? Alors, nous voyons, aujourd'hui, nous avons un grand dictateur là, qui ne fait que l'inverse complètement. Je n'ose même plus dire son nom, parce que son nom, il est répété à toutes les secondes des millions de fois, mais tout le monde sait de qui je parle, et il est le fossoyeur de cette dignité humaine. Alors, là encore, nous sommes appelés à résister pour, comme on le fait là ce matin, à se respecter soi-même, à respecter les autres, à continuer à avoir de la beauté. C'est ça la dignité pour moi. Donc, je reviens rapidement à cette femme extraordinaire qui s'appelle Pamela, que j'ai découvert hier. Pamela Charabi, je crois. Oui, exact, bravo. Oui. Vous avez, elle est artiste peintre aussi. C'est la première fois que je l'ai découvert hier, avec un texte magnifique, oui. Une littérature extraordinaire. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège sa dignité et la dignité de sa fille qui a 18 ans. Tu vois, j'ai comme l'impression que Pamela, c'est une amie de longue date. Je ne lui ai jamais encore parlé. Je me suis permis de lui faire un petit commentaire. Mais c'est ça, oui, la dignité, elle est à protéger à tous les instants. À tous les instants. Et je crois que Ilia Aboumadi, les Jabran Khalil Gibran, les Taha Hussein sont des phares pour nous. Les Mikhail Naïma. Et j'ajouterai un autre nom, si vous permettez, puisque vous êtes libanais, si je ne me trompe pas. Oui, je suis libanais. Eh bien, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, un très grand poète libanais qui s'appelle Saïd Aql. Saïd Aql a écrit en 1965 un poème. Fayrouz était invité en Arabie Saoudite pour chanter à la télévision de l'Arabie Saoudite en 1965. Et on peut voir sur Internet d'ailleurs cette chanson, Mecca.
Sallaytu Makkah. Cette chanson-là, écrite par un Libanais chrétien, le plus bel hommage qu'on peut faire à l'humanité tout entière, mais en rendant hommage à Mecca, à l'islam, aux musulmans, une chanson écrite par un chrétien, chantée par une chrétienne. C'est-à-dire prier Mecca. Oui, prier Mecca. Peut-être on va l'écouter après l'entrevue. Voilà, et la même très grande Fayrouz qui a chanté aussi Al-Quds et Madinat Zahrat al-Mada'in. Donc ça, ce sont vraiment on écoute une chanson comme ça et on n'a plus le droit de désespérer. On n'a plus le droit de désespérer. Ça vous redonne vraiment tout le respect, ça vous rappelle à quel point nous sommes des gens bien, nous sommes des gens grands, nous venons d'une grande civilisation et nous apportons au Québec de cette civilisation-là. Nous enrichissons le Québec. Et il faut rester conscient de notre valeur, la valeur des gens qui viennent d'une grande civilisation pour enrichir une autre civilisation. Et non pas pour entrer en crise avec elle, en conflit avec elle. Et c'est un travail à faire à tous les jours, un travail pédagogique auprès de tous, pour rappeler que nous sommes tous des humains. Nous avons fabriqué des grandes civilisations qui sont toutes des civilisations humaines. Pour celles et ceux qui voudraient prolonger cette réflexion, M. Mohamed Lotfi sera à Laval jeudi soir dans le cadre d'une rencontre publique organisée par la Société nationale du Québec à Laval. Je voudrais vous parler pendant des heures et des heures, mais on n'a plus de temps. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Je vais terminer avec un petit extrait d'un long poème, mais juste un petit extrait. Ça rejoint le premier poème de Elia Abou-Madi. أكائن أنا أم غير كائن تلك هي المسألة أي الحالتين أمثل بالنفس أتحمل الرجم بالمقاليع وتلقي سهام الحظ الأنكد أم النهوض لمكافحة المصائب ولو كانت بحرا عجاجا وبعد جهود الصراع إقامة حد دونها الموت نوم ثم لا شيء نوم نستقل به من آلاف الخطوب التي وكلت الفطرة بالأجسام ثم نخشى. Shakespeare, Hamlet, être ou ne pas être, c'est la question. Ça sera toujours la question. Qui sommes-nous? Et tant et aussi longtemps qu'on pose la question, ça veut dire qu'on n'est pas dans la certitude. Et malheureusement, il y a des certitudes, beaucoup de certitudes, que j'appelle, certains, ce sont des certitudes imbéciles. Et là, je paraphrase, encore une fois, Pamela, c'est la phrase d'elle, les incertitudes imbéciles. J'ai commencé à écrire un texte qui s'appelle Les incertitudes imbéciles. Il faut s'en protéger. Merci encore une fois. Merci de m'avoir لا يمل من الحديث مع الأستاذ محمد لطفي. برجع بذكر للأشخاص يلي يمكن اليوم أول مرة بيتعرفوا على الأستاذ محمد وهالفكر يمكن جذبهم. ليلة الخميس بلافال رح يكون هناك لقاء مع الأستاذ محمد لطفي. أكيد إذا بهمكم الموضوع فيكم ترسلوا لي وبرجع بعطيكم كل المعلومات المتعلقة بهذا اللقاء. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا غانية، شكرا جزيلا.